Si le général Eisenhower dispose de sa propre équipe de tournage, les autres divisions de l'armée américaine peuvent aussi compter sur des photographes et des caméramans militaires spécialement entraînés pour être embarqués avec les troupes de combat. Ils font partie du Signal Corps, l'institution de l'armée qui gère toutes les communications au sein des forces terrestres américaines. Pour le débarquement, ce sont les 165e et 166e compagnies qui ont été mobilisées. En plus du dispositif militaire, le commandement allié autorise quelques reporters et correspondants de guerre à embarquer aux côtés des troupes. Triés sur le volet pour leur fiabilité et leurs compétences, ils sont une poignée à arriver en Angleterre et à attendre, comme les soldats, que la mission soit lancée. Si vous êtes sur le front, vous ne pouvez pas accréditer n'importe qui. L'état-major ne veut sur le terrain que des reporters expérimentés qui peuvent se débrouiller et qui comprennent le fonctionnement de l'armée. Ils doivent être capables de comprendre la chaîne de commandement et surtout ne pas interférer avec la mission des soldats avec lesquels ils sont embarqués. Et si un chef de section donne des ordres, il vaut mieux les suivre à la lettre. Mais l'état-major a besoin de ces reporters pour raconter ce qu'il se passe sur le terrain. Il doit faire en sorte que tous les événements puissent être couverts. Parmi les reporters présents sur place se trouve Jack Lieb, un caméraman renommé envoyé par la société News of the Day, spécialisée dans la production de films d'actualité diffusés à l'époque dans tous les cinémas aux États-Unis. Mon grand-père était un aventurier. Il a voyagé en Afrique pendant de nombreuses années. Il est allé au Nicaragua. Donc il avait déjà voyagé dans le monde entier et ses films étaient très respectés par sa direction. Comme George Stevens, le réalisateur d'Hollywood, Jack Lieb a lui aussi apporté avec lui sa caméra personnelle 16 mm couleur. Il faisait partie des nombreux reporters qui allaient couvrir l'événement. Et ils allaient tous mettre en commun leurs images, filmées en noir et blanc. Il a donc aussi apporté avec lui tout un stock de pellicules couleur pour tourner des petits films pour sa famille. Il tournait avec sa caméra en noir et blanc, puis changeait de caméra et tournait ensuite avec sa caméra couleur. Le 1er juin 1944, après plusieurs semaines d'attente, les correspondants de guerre reçoivent enfin l'ordre de quitter leur camp de base. Direction Plymouth, à plus de 300 km de Londres. Nous avons été embarqués à bord de camions militaires pour nous conduire vers la côte sud. On a traversé des petites villes. La vie semblait continuer comme si de rien n'était. En approchant du port, on a commencé à croiser des colonnes de jeeps qui allaient embarquer à bord des bateaux. Elles étaient équipées de grandes barres à l'avant qui permettaient de couper les fils que les Allemands avaient l'habitude d'installer au milieu des routes et qui pouvaient trancher la tête des conducteurs. Tous les croisements étaient gardés par un soldat anglais et un soldat américain. Nos sacs étaient contrôlés en permanence. C'est vous dire toutes les précautions qui étaient prises pour que le secret de l'invasion soit gardé le plus longtemps possible. Nous, on essayait de ne pas trop penser à ce qui allait nous arriver, car nous savions que le D-Day était imminent. Alors que les soldats et les caméramans ne savent ni quand la mission va être lancée, ni à quel endroit ils se rendent, tous montent déjà à bord des bateaux qui vont bientôt les conduire jusqu'aux côtes françaises. Les barges qui seront utilisées pour faire débarquer les soldats sur les plages sont tellement chargées que des camions doivent les pousser pour qu'elles puissent prendre la mer et être arrimées aux bateaux qui vont traverser la Manche. À bord, ne reste plus qu'à attendre patiemment le lancement de l'opération. Le 5 juin au soir, les caméramans militaires sont avec le général Eisenhower sur la base aérienne de Greenham Common, au sud de la petite ville de Newbury.
Les équipes de tournage et les photographes ont été convoqués à la demande du chef suprême des Alliés en personne. Ce jour-là, Dwight Eisenhower est inquiet. Après avoir dû repousser le débarquement une première fois à cause du mauvais temps, il vient juste de donner le feu vert au lancement de l'opération, au cours de laquelle va se jouer le destin de l'Europe et de la planète tout entière. C'est probablement le 5 juin vers midi qu'il a dû prendre sa décision selon comment doivent s'enchaîner les différentes étapes de l'invasion. À ce moment-là, il est sans doute la personne la plus puissante de l'histoire avec tous ses moyens militaires à sa disposition. Mais une fois sa décision prise, tout lui échappe. La suite est entre les mains de ses hommes. Les premiers à partir seront les parachutistes de la 101e division aéroportée américaine qui s'apprête à s'envoler vers la France. Ils vont être parachutés dans la nuit, derrière les lignes ennemies, pour préparer le terrain avant l'arrivée des forces d'invasion. Il est 20h30 et le général Eisenhower tient à venir saluer ses hommes sous l'objectif des caméras. Il le sait, nombre d'entre eux ne reviendront pas vivants. Le commandant des forces aériennes, le maréchal Trafford Leigh-Mallory, l'avait prévenu qu'entre 50 et 70% des troupes aéroportées allaient périr au combat. C'est un chiffre terrible. Si ce niveau de perte était atteint, l'opération était vouée à l'échec. Mais il a analysé la situation d'un point de vue stratégique. Il était convaincu que l'utilisation de forces aéroportées était indispensable pour dégager les accès aux plages et permettre aux troupes qui s'apprêtaient à débarquer de pouvoir évacuer rapidement ces plages et progresser à l'intérieur des terres. C'était donc une décision très courageuse. Et je pense que c'était encore plus courageux de venir regarder ces soldats droit dans les yeux, après avoir pris une décision dont on sait qu'elle sera potentiellement dévastatrice pour eux. Les images du général Eisenhower s'adressant aux troupes de la 101e division aéroportée juste avant qu'elles ne montent dans les avions pour s'envoler vers un destin plus qu'incertain sont parmi les plus fortes de la guerre. Une main dans la poche et le sourire aux lèvres, l'homme le plus puissant de la planète devient l'égal de ses soldats. Comme sur cette image devenue légende d'une conversation entre le général et le lieutenant Wallace Strobel, alors âgé de 22 ans. Le parachutiste numéro 23 et cette photo emblématique ont survécu à la guerre. En fait, ils discutaient de pêche à la mouche. Si vous regardez bien le geste de sa main, vous verrez qu'il lance sa ligne. Il voulait que ces jeunes soldats se rappellent de ce qui les attendait chez eux, de la vie vers laquelle ils pourraient revenir, car ils savaient qu'ils avaient probablement très peur. Et la dernière chose à faire était de les effrayer davantage avec un discours d'encouragement. Il voulait être le plus décontracté possible avec eux, être accessible et leur faire savoir qu'il les soutenait. Dwight Eisenhower avait compris le pouvoir de l'image pour faire passer des messages. Il ne fait aucun doute qu'il voulait que cette scène soit filmée et photographiée.